Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Aurélie Planex sur BFM Business. La troisième conférence sociale de l'ère Hollande s'ouvre cet après-midi. Le chef de l'État s'adressera à 17h30 aux partenaires sociaux. Discours que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur BFM Business. Alors le climat, on l'a dit, s'annonce tendu. La CGT et Force ouvrière menacent de boycotter la journée de demain. Au cœur des revendications, notamment le compte pénibilité dont Manuel Valls a annoncé le report partiel à 2016. Pour parler justement de la pénibilité au travail, nous recevons aujourd'hui Alexia Alarmansion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste en droit social chez Exco. À vos côtés, Gérard Sebaoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise et vous présidez le groupe d'études pénibilité au travail et maladies professionnelles. Et puis Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment. Alors d'abord, Alexia Alarmansion, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est que ce concept de pénibilité au travail ? Alors le concept de pénibilité au travail, il n'est pas né d'il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement cette notion-là est apparue dès 2003. On y est revenu en 2005 avec l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors, où on parlait déjà de pénibilité. Et puis il y a eu effectivement la loi de réforme des retraites de 2010 qui prévoyait qu'à partir de février 2012, l'employeur devait mettre en place au sein de son entreprise, pour les salariés concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité, une fiche de pénibilité qui permet d'assurer une certaine traçabilité de cette pénibilité. Et enfin la loi de 2014, janvier 2014, qui garantit la sécurité et la justice de la réforme des retraites, qui prévoit la mise en place de ce fameux C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, sachant que tout ça s'intègre dans un contexte le plus général de prévention des risques professionnels. Et là on remonte à 2002 avec la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan d'action de prévention. Alors, Gérard Sebaoun, on le disait, la pénibilité au travail, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Pourquoi ce compte pénibilité ? Qu'est-ce qu'il apporte en plus ? Alors, un mot de fond de décor. Les conditions de travail des salariés dans les entreprises, je crois que c'est un sujet majeur et un sujet économique et de développement économique. Si on n'a pas ça en fond d'écran, on ne peut pas comprendre l'intérêt d'avoir travaillé sur la pénibilité. Je rappelle juste un fait historique, on en parlait avant de venir sur votre plateau, c'est que c'est Xavier Bertrand qui, au travers d'un amendement en 2003, a introduit, et je l'en remercie, a introduit ce principe dans la loi. Et ce principe, il vient de tas d'études qui montrent bien que, quels que soient les secteurs, il y a des possibilités ou des difficultés que rencontrent les salariés. Et c'est tout un travail à la fois de recherche et statistique qui a montré que malheureusement, pour prendre à gros traits la réalité, c'est qu'un ouvrier qui multiplie les facteurs de risque de pénibilité vivra 7 ans de moins qu'un cadre dans notre pays, et cela ne change pas. Donc quand on parle pénibilité, on parle conditions de travail, on parle qualité de vie au travail, et je pense que c'est ce fond d'écran qu'il faut avoir. Le compte lui-même est venu dans le cadre d'un dialogue social et dans le cadre donc de la réforme des retraites que nous venons de voter au Parlement il y a quelques mois. C'était le complément nécessaire à un accord manifestement social. Et ce compte pénibilité a, de mon point de vue, une vertu, c'est d'exister sur des éléments, comme l'a dit Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Alarmansion, sur des éléments déjà connus, document unique, fiche d'exposition. Et alors, fiche d'exposition à 10 facteurs de pénibilité. Alors, les 10 facteurs de risque ont été traités par les partenaires sociaux. Oui, on va les rappeler quand même. Port de charge lourd, posture pénible, vibration mécanique, agents chimiques dangereux, activité en milieu hyperbare sous-marin, donc température extrême, bruit, travail de nuit et travail en équipe alternante ou répétitive. Alors, il faut savoir que cette liste a été effectivement admise et aujourd'hui est intégrée par les partenaires sociaux. Ce qui a manqué, lorsque les discussions ont eu lieu et très ardues en 2006-2007, ce qui a manqué, c'était l'après. C'était les seuils, c'était la traçabilité, c'était la durée. Et donc tout ça, ça a manqué dans le débat parce que les débats ont été clos, parce que mais depuis, ils ont été fixés. Le patronat ne voulait à l'époque pas en entendre parler. Depuis que la loi maintenant fixe le cadre, Michel de Virville, qui a été mandaté par la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a fait tout un travail depuis maintenant plusieurs mois, qu'il vient de rendre public, des préconisations qui permet, me semble-t-il, d'avoir un objet qui n'est plus
non identifié, mais qui est maintenant un objet que l'on peut utiliser clairement dans les entreprises. Et je crois que c'est tout le sujet du débat, notamment avec la Fédération du bâtiment. Justement, je me tourne vers vous, Jacques Chanu. On dit beaucoup du côté du patronat, oui, mais alors c'est une usine à gaz parce que c'est fiche individuelle. En plus, les critères sont hyper complexes. C'est quelque chose que vous ressentez vous aussi ? Alors déjà sur le décor, moi je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Très clairement, le problème des conditions de travail et de la sécurité au travail est un sujet majeur dans le bâtiment plus qu'ailleurs, si je peux me permettre, puisque je rappelle que nous, ce sont des hommes et des femmes qui produisent, donc ce ne sont pas des machines. Donc c'est d'autant plus important qu'à la fois les conditions de travail et la sécurité de ces personnels, de nos compagnons, comme on dit dans le bâtiment, soient excellentes. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons depuis des années un organisme paritaire spécifique au BTP qui s'appelle l'OPB BTP et qui conseille, forme, accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est très important de le rappeler, parce que nous avons un tissu vraiment de petites entreprises et de PME, accompagne les chefs d'entreprise et les artisans dans cette démarche indispensable de prévention. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à cette loi ? Moi, j'entends les réflexions par rapport à ça, qu'il fallait aller au bout de la démarche qui a été démarrée il y a un certain nombre d'années, auquel d'ailleurs notre fédération a beaucoup participé pour le dialogue social dans le bâtiment. Je m'excuse de le dire comme ça, mais on n'a pas de leçon à recevoir. C'est quelque chose qui existe dans nos gènes, donc là-dessus on n'a aucun problème sur le dialogue social. Simplement, ce que l'on conteste dans la loi actuelle, et y compris dans le rapport de Michel de Virville, c'est que les éléments concrets, pragmatiques, de suivi, ne sont pas applicables dans nos entreprises par la plupart d'entre elles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de critères qui sont objectifs. Par exemple, le travail de nuit. Le travail de nuit, c'est objectif. Il y a des horaires qui sont prévus et puis on a un suivi obligatoire puisqu'il faut faire les payes. Et plus les repos compensateurs qui vont avec. Là où ça devient plus compliqué, ce sont tous les critères subjectifs. Dans des critères de torsion à tant de degrés, tant d'heures par mois. Kilos par jour ou par mois. Alors, où on a vraiment un différent fort avec Michel de Virville et cette loi en général, c'est qu'on estime que du moment qu'il y a des seuils tels qu'ils sont annoncés, même si ce sont des seuils annuels, de toute façon, il va bien falloir, pour arriver à un calcul sur une année, suivre quotidiennement ce qui a été fait par le compagnon ou pas fait en termes de posture, de poids ou de suivi par rapport à ces critères dits de pénibilité. Et c'est là où on dit que c'est pas que nous ne voulons pas appliquer cette loi. Là-dessus, je crois que les entrepreneurs et les artisans du bâtiment ont toujours été des légalistes. On dit qu'on ne peut pas suivre au niveau administratif ce qui nous est demandé. C'est en ça qu'on dit que c'est une usine à gaz. Donc la démarche de Michel de Virville dans un cadre de simplification est à louer. Le problème, c'est que le résultat n'est pas là et qu'aujourd'hui, ce n'est pas en remplissant une case sur un bulletin de salaire qu'on réglera le problème, bien au contraire. Donc, allons dans le détail. Est-ce que vous comprenez ces arguments d'usine à gaz ? Je vais prendre quand même un exemple. Un salarié ayant comme tâche la manutention manuelle de charge qui devra porter ou lever des poids de plus de 15 kilos pour un temps de manutention de 600 heures par an. C'est pas compliqué ça de savoir effectivement combien de charges a porté tel salarié pendant combien d'heures tous les ans ? Alors, c'eût été extrêmement compliqué, justement, s'il n'y avait pas eu le travail partenarial de Michel de Virville. On n'est plus dans l'usine à gaz. On a annualisé la déclaration. Et annualiser la déclaration, c'est pas un chef d'entreprise que je vais faire l'injure de savoir ce que c'est. On créera un logiciel de paye, enfin une adaptation du logiciel de paye qui permettra la déclaration. Ce qui reste, c'est le fond du débat. Est-ce que véritablement on a créé un outil inapplicable ? Je ne le crois pas. La notion d'usine à gaz, vous savez, c'est facile, c'est une antienne qu'on utilise très souvent quand on ne veut pas voir aboutir un projet. La réalité, c'est que la loi de 2010, qui avait valeur d'existence, reconnaissait la pénibilité comme de la réparation pure. Et elle prévoyait environ 30 000 personnes concernées par an. On en était à 2 000 par an, 6 300 et quelques sur l'étude d'impact de la loi retraite sur la pénibilité. Là, nous sommes sur une population qui pourrait atteindre, toujours l'étude d'impact, plus de 3 millions de personnes.
je parle de salariés du privé bien sûr, sur les 17 millions. On est sur un tout autre champ. Donc je comprends, moi, que les entreprises, oui, mais alors, le patronat... Si c'est 3 millions de cas individuels, parce que c'est de ça dont on parle, c'est pas, on va pas créer les réalités, même entre quelqu'un qui fait le même métier, la même profession, n'a pas la même réalité selon qu'il travaille dans telle ou telle entreprise. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Non seulement les branches professionnelles ont à dire, non seulement il y aura des fiches qui seront travaillées à la fois, et c'est De Virville qui le dit, qui seront travaillées à la fois par les entrepreneurs, par les branches professionnelles, et puis les CHSCT quand ils auront à dire leur mot, quand vous leur demanderez de travailler sur ces sujets. Donc je ne crois pas du tout à la complexité. Tout ce qu'il y a dans le rapport de Virville, quand on le lit dans les préconisations, parce qu'il appelle ça, c'est pas un rapport, préconisation, tous les chiffres qui existent parfaitement dans tous les métiers. Il n'y a aucune invention là-dedans. C'est quelque chose qui est parfaitement connu des entrepreneurs. Alors bien sûr, quand on le prend et qu'on parle de cycle, etc., ça effraie tout le temps, mais je suis persuadé que le président de la Fédération du bâtiment et les entrepreneurs savent parfaitement de quoi on parle. Si je peux me permettre de rebondir sur ce sujet, je crois que la difficulté réside aussi dans le fait que soit on est une entreprise de plus de 50 et on bénéficie quand même de certains partenaires pour pouvoir intervenir sur ces terrains-là, notamment le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. Pour les moins de 50, les employeurs se sentent un petit peu plus démunis parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas forcément avec eux un partenaire pour les aider. Néanmoins, je tiens à signaler que qui mieux qu'un employeur d'une TPE, qui est lui-même garagiste par exemple, connaît les risques de son métier, tout simplement parce qu'il y est confronté tous les jours. Il a les mains dans le moteur. Et c'est vrai que ces salariés eux-mêmes, alors justement la difficulté, ces salariés qui sont les mains d'or de l'entreprise, bien entendu, ils ne souhaitent pas ni qu'il y ait de la sinistralité, accident de travail, maladie professionnelle, ni de pénibilité. Donc il sait très bien de quoi il parle. Le souci, c'est en termes de traçabilité, de formalisation. Pourquoi ce fameux document unique, pour en revenir à lui, qui existe depuis 2002, n'existe que dans moins de 30% des TPE en France? Tout simplement parce que, comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, les employeurs, les chefs d'entreprise, et notamment de petites entreprises, font de la PRP, de la prévention des risques professionnels, tous les jours, mais sans qu'il y ait réellement de traçabilité à ça. Jacques Chanu, juste une question. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'avoir l'effet un peu pervers de stigmatiser certaines professions? De se dire, ah ben voilà, c'est des métiers pénibles, finalement, on ne veut pas y aller. Alors des spécificités, ça ne veut pas dire stigmatiser. Et justement, ça a été le sujet de discorde majeur avec Michel de Virville, dont la carrière professionnelle est liée à l'industrie, c'est-à-dire une industrie postée. C'est un ancien DRH de Renault. Je sais pas si vous le savez, je pense que tout le monde le sait. Bien sûr. Dans le bâtiment, donc le poste existe dans l'industrie. Dans l'industrie, le poste existe. La fiche de poste existe, ne serait-ce que pour le suivi de sa production, ne serait-ce aussi que par rapport à ces problèmes de calcul de prix de revient et autres. Dans le bâtiment, nous n'avons pas de fiche de poste puisque, par essence, un chantier ne ressemble jamais le lundi à celui du mardi puisqu'il progresse, il est mouvant. De plus, également, on refait à chaque fois des tâches qui sont très différentes. Moi, je suis maçon. Pour une seule qualification de maçonnerie à un même coefficient de classification, il est possible qu'un compagnon fasse jusqu'à 10 ou 12 métiers différents dans la journée. Et le mardi, il ne fera pas du tout les mêmes métiers qu'il a fait le lundi. Donc de vouloir simplifier à l'extrême en disant c'est facile, vous n'avez qu'à définir ce qu'il fait, dans la réalité, c'est là où on a un vrai désaccord. Dans la réalité, nous ne sommes pas capables de suivre précisément par rapport aux critères de pénibilité dans une journée, ce que chaque compagnon peut faire. Et c'est bien là où nous avons demandé, nous réclamons depuis des mois, et j'espère que ce laps de temps qui nous est donné va le permettre, qu'on vienne voir sur un chantier. Pour parler de choses concrètes, il faut venir voir sur le terrain exactement dans quelles sont les conditions de travail. Nous avons un organisme qui existe, je vous en ai parlé tout à l'heure en termes de prévention, qui est capable aussi d'accompagner les élus, Michel de Virville, tous ceux qui veulent en toute bonne foi comme vous dire regardons concrètement comment les choses se peuvent mettre en place. Nous ne sommes pas opposés à ça. Nous disons simplement, nous ne savons pas comment faire. Comment voulez-vous qu'une fédération professionnelle accepte un système où il ne peut même pas conseiller ses adhérents, ses ressortissants sur la manière dont on peut le mettre en place? Voilà, encore une fois, c'est tout bête, c'est du pragmatisme pur. Nous ne sommes pas bloqués, c'est bien, je crois qu'on est connu pour ça, mais simplement qu'on nous dise comment on peut faire. Gérard Sebaoun, c'est une bonne chose que Manuel Valls s'est annoncé la semaine dernière qu'il allait déployer finalement ce dispositif en 2 temps et retenir que 4 critères pour 2015. Il vaut mieux se laisser du temps ou finalement c'est reculer pour mieux sauter? Vous me permettrez d'abord de ne pas parler à la place du Premier
ministre, il a pris une position qu'à titre personnel, et je parle en mon nom, je ne partage pas. Je pense que c'est une grande avancée sociale, que cette avancée sociale mérite d'être prise en compte, que des éléments sur les cotisations avaient été annoncés, cotisation de base, socle, qui est mise à minima, 0,01% à partir de 2016, puisque la loi ne le fixait pas, que c'est le décret qui la fixe. Et petit détail d'ailleurs juridique, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur la hiérarchie des normes. Le Premier ministre, le dossier de presse sur la pénibilité a annoncé que les chiffres qui figuraient dans la loi, c'est-à-dire le pourcentage auquel seraient soumises les entreprises qui ont des postes exposés, ne seraient pas respectés. Ce qui est annoncé n'est pas ce qui est dans la loi. Dans ma modeste expérience législative, il me semble bien que la loi est au-dessus du décret. Et donc mais vis-à-vis de non, moi je ne partage pas cet avis. J'aurais souhaité, avec toute la latitude et le respect que j'ai pour les entreprises, hein, c'est clair. Elles sont des partenaires absolument incontournables. J'aurais préféré que la loi s'applique avec les préconisations de De Virville, même si ça doit être encore travaillé. Je rappelle qu'il avait donné en juin 2015, si je ne dis pas de bêtises, pour que le logiciel paye puisse être adapté avec le module nécessaire. Ce n'est pas un problème de logiciel. Alexia Larmentiel. Je parle simplement des préconisations. On parlait à l'instant effectivement du secteur du bâtiment, qui est un secteur un petit peu particulier, si l'on peut dire, dans la mesure où il cumule les facteurs de pénibilité. Il faut savoir aussi que quand on parle de pénibilité, on se pose la question, pénibilité, tous concernés ou pas. Il faut savoir que, heureusement, tel n'est pas le cas, mais néanmoins, il y a de nombreuses structures de secteurs d'activité très différents dans lesquels on trouve de la manutention manuelle de charge, on trouve une exposition aux températures extrêmes, au bruit, etc. Et il n'est pas besoin d'être ni dans l'industrie métallurgique, ni dans le BTP pour recueillir effectivement ces contraintes-là. Donc, c'est vrai que par rapport à cela, le secteur du bâtiment est un petit peu à part, mais je pense que matériellement, il est possible de mettre en place des critères objectifs qui soient utilisables dans les entreprises. Et c'est en ce sens que le rapport de Virville me paraît exploitable, même si dans certains secteurs d'activité, ce sera forcément plus difficile que dans d'autres. Juste un chiffre, 85% de nos salariés sont concernés. Je le dis très, très simplement et avec le cœur et sans doute avec maladresse. Une avancée sociale par une loi qui n'est pas applicable dans 99% de nos entreprises et qui les mettent surtout dans une insécurité juridique forte parce qu'ils ne pourront pas le faire. S'ils ne le font pas, ça veut dire que nos artisans et nos petits entrepreneurs seront face à une situation ubuesque. Comment faire si jamais il y a un problème alors qu'ils n'ont pas su faire ou ils n'ont pas pu faire? Voilà notre discours, j'allais dire, de bon sens, de terrain. Je sais que quelquefois, par rapport à des théories, à des systèmes qui paraissent effectivement très, très huilés, comme vous le défendez tous les deux, je le vois bien, nous, on essaye simplement de voir comment, dans nos propres entreprises, on peut le mettre en musique. Malheureusement, vous parliez du DU. Le document unique, pardon. Le document unique, il faut savoir, voilà, je crois que malheureusement ça se sait, dans une entreprise sur 3 dans le bâtiment, elle n'existe pas encore, notamment chez les petites entreprises. Donc de vouloir aller franchir cette marche très haute tout de suite sur la pénibilité avec des sanctions autour de ça. Ça veut dire qu'il faut rien faire, Jacques Chamy ? Non, enfin écoutez, je crois pas qu'on soit dans cette position-là. Nous, on est prêts effectivement à regarder concrètement comment les choses peuvent se faire, comment on peut participer d'ailleurs à ce qu'elles soient mises en place. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer ce dispositif, peut-être ? Déjà, en ne décrétant pas des systèmes qui soient identiques pour tout le monde. De notre point de vue, vous et moi, on ne vieillira pas pareil par rapport à une même tâche. Ce qui est un petit peu difficile à admettre, c'est que nous étions partis, nous, en 2013, dans une démarche de suivi individualisé et médicalisé. Je parle à un ancien médecin du travail, certes dans l'assurance, mais c'est quand même c'est une démarche qui est identique, d'un suivi individualisé pour effectivement faire une évaluation régulière à partir d'un certain âge de l'état physique de nos compagnons qui peut leur permettre de ou pas. Là aujourd'hui on est tous pareils, tous avec une même démarche, que ce soit qu'on est attaqué à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, puisque de toute façon les seuils seront très vite obtenus, enfin pour tout le monde sans doute. Et c'est là
là-dessus où on dit restons pragmatiques, regardons cas par cas, comme nous on le fait d'ailleurs dans nos entreprises, où on voit bien qu'il y a des compagnons à partir d'un certain âge, il y a des tâches où il n'est pas raisonnable de les laisser faire. Voilà, c'est Alexia mentionne. Oui, notre esprit d'entrepreneur de vouloir. Sans vouloir défendre le dispositif à tout craint, parce que c'est pas l'objet, mais on est devant un état des lieux, c'est-à-dire voilà, le travail et les conditions de travail sont ce qu'elles sont. Ça amène à se poser la question effectivement de la pénibilité. Je crois qu'on est entré sur cette voie-là et qu'on ne fera pas machine arrière. Donc d'ailleurs, on est en retard par rapport à d'autres pays européens. On est d'accord. Et l'idée, c'est de dire, on fera pas machine arrière. Ça n'existe plus par ailleurs, hein, si je peux me permettre, le suivi tel qu'il a été imaginé. Oui, c'est sur la traçabilité. Merci. Effectivement, Merci. Le problème, c'est que ces fameuses fiches de pénibilité qu'on avait mis en place en février 2012, ou qui n'étaient pas mises en place d'ailleurs, n'étaient pas exploitées entre guillemets jusqu'à présent. L'intérêt effectivement de la dernière loi sur la question est de dire, grâce à ces fiches, le salarié qui aura son C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, va voir, par le biais des CARSAT, caisse d'assurance retraite santé au travail, imputer des points sur son compte, et grâce à ces points, il va pouvoir compenser la pénibilité. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que finalement, ce compte part d'un très bon sentiment. Oui, mais si c'est pas applicable, sur sa légitimité, oui. Après, l'idée effectivement de dire on y va en deux temps, je crois qu'il y a un problème de tempo. C'est-à-dire si on se positionne du côté du salarié, l'intérêt du salarié qui travaille dans ces conditions-là, c'est de dire j'aimerais avoir cette compensation, et donc que ce dispositif qui est un droit nouveau, effectivement une avancée sociale majeure, s'applique dans son entier le plus rapidement possible. Si on se place du côté de l'employeur, il faut prendre le temps. Merci Alexia Allard mentionne, juriste en droit social chez Exco, Gérard Sebaoun, député socialiste du Val d'Oise, président du groupe d'études pénibilité du travail et maladies professionnelles, et Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. Merci à vous. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.